Dans cette affaire, je pense que les pouvoirs publics français ont fait preuve d'une incurie totale, et une incurie qui se poursuit malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve les déclarations à la presse de l'ancienne ministre Agnès Buzyn, disant que dès la fin du mois de décembre, elle avait conscience de l'ampleur de ce qui se préparait, je cite le tsunami, qu'elle avait contacté au mois de janvier le Premier ministre pour faire part de ses inquiétudes, pour demander le report des élections municipales qui lui apparaissait impossible à se tenir dans ce cadre-là. Bon. Alors tout le monde voit que bien évidemment rien de tout ça ne s'est passé, aucune mesure n'a été prise. Agnès Buzyn elle-même d'ailleurs le 24 janvier faisait des déclarations disant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de risque à ce que la pandémie prenne trop de développement en France. Et le 7 mars, pour ceux qui auraient la mémoire courte, notre président de la République se pavanait au théâtre en incitant les Français à faire de même. Donc le 7 mars, c'est-à-dire une semaine avant le décrètement du confinement, qui bien évidemment est arrivé beaucoup trop tard. Et quand on compare à d'autres pays étrangers avec des gouvernements un peu plus réactifs ou sérieux sur ce dossier, je prendrai à titre d'exemple le Maroc, puisqu'il a décrété le confinement le même jour que la France, alors qu'il avait un taux de décès beaucoup moins important, ou l'Inde, qui a confiné 1,6 milliard d'habitants, alors qu'il ne comptait que 10 décès. Voilà, donc on est dans une situation épouvantable avec des gens qui portent une énorme responsabilité. D'ailleurs, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été portées devant la Cour de justice de la République contre les ministres Buzyn et Édouard Philippe, au pénal contre Salomon, le directeur de la santé publique. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Hein. Je vous lis l'article concerné du Code pénal, c'est l'article 221-6, le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121.3 par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. À quoi s'ajoute, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité impliquée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Donc voilà la question telle qu'elle se pose par rapport à l'incurie des pouvoirs publics. Évidemment, tout ça devra être traité le moment venu quand l'épidémie sera enfin jugulée. Alors, dans ce contexte-là, entendre les mêmes personnes nous parler d'union nationale, évidemment, est une plaisanterie. D'une part, parce qu'on ne voit pas bien comment est-ce qu'on peut rompre l'union nationale, puisque les gens sont supposés être confinés chez eux, et que d'autres sont contraints d'aller travailler. Alors, on parle des personnels de santé, mais je pense aussi aux caissières des supermarchés, aux agents de sécurité, etc., etc. Mais avec le peu de moyens qui nous restent, c'est-à-dire l'expression à travers les réseaux sociaux, entre autres, voire certains médias, évidemment, il n'est pas du tout question de passer l'éponge sur cette incurie qui a généré les plaintes dont je viens de parler. Et la question de savoir qui va rembourser, par exemple, le manque à gagner des artisans et commerçants se pose de manière évidente. Visiblement, les assurances, par exemple, refusent de payer. Donc, qui va le faire? Et puis, il y a aussi la question des gens qu'on pousse à travailler dans des secteurs qui ne sont pas jugés indispensables à l'économie. Donc le discours de l'Union nationale, là aussi, il trouve ses limites. Quand les mêmes gens qui n'ont pas pris les précautions contre le coronavirus, qui n'ont pas confiné assez tôt, qui n'ont pas commandé les millions de masques dont on se demande d'ailleurs où est-ce qu'ils sont passés, qui n'ont pas commandé les respirateurs pour les hôpitaux qui par ailleurs sont dans un état de délabrement
épouvantable, eh ben, ils continuent à dire aux gens d'aller bosser. Et là, je parle des gens qui ne sont pas dans des secteurs indispensables. Alors, à titre d'exemple, le bâtiment travaux publics, on a des gens aujourd'hui qui vont reprendre le chantier à la Samaritaine, alors qu'il n'y a absolument aucune urgence par rapport à ça, dans des conditions particulièrement dangereuses, puisque une partie des travaux se passe de manière confinée, hein, puisque c'est à l'intérieur des bâtiments. Tout ça pourquoi? Pour des profits, pour des points d'indice de PIB. Enfin, ça n'a aucun sens. On envoie les gens au casse-pipe. Bon, et pendant ce temps-là, le système de santé, y compris parisien, est complètement débordé, puisque mercredi dernier, on annonçait 1154 personnes en réanimation à l'assistance publique hôpitaux de Paris pour 1200 places. Donc, il se pose le problème de qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va faire des autres personnes qui auraient, elles aussi, eu besoin d'être hospitalisées pour d'autres raisons.